Salut Florian, ça va? Salut Chanou, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, on se retrouve pour une 15e émission. Ça passe tellement vite. À chaque fois, on le dit. Mais en même temps, ça passe tellement vite. Moi, je suis waouh, quoi. Et en plus, c'est la première émission dédiée aux femmes du monde. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, nous consacrons le mois d'avril à un mois spécial dédié aux femmes du monde. Euh, un thème vraiment très très intéressant. Je veux dire, enfin, Florian a fait quelques articles déjà qui sont vraiment pas mal du tout. Une petite citation lundi qui était vraiment bien aussi. Une petite Voilà, on les reco, met en avant. une petite reco quand même samedi aussi, hein. Faut le mettre en Une avant. petite reco samedi aussi, c'est vrai, voilà. Mais là, on va faire une émission, donc comme d'habitude, format qui ne change pas vraiment. Donc les questions de Flo, vous pouvez les retrouver sur la barre de lecture. Donc les questions de Flo en début et la petite critique discussion sur un film que nous ne vous disons pas pour l'instant. Voilà, instant teasing, c'est un très beau film, Chanou. Mais bon, en tout cas, on va commencer d'abord par se divertir, par apprendre des choses avec les fameuses questions de qui? Les questions de Flo, les questions de Flo, les questions de Flow, Flo. flow, flow, flow. Yes, Chanou. Troisième édition des questions de Flow, ça passe déjà très vite. On rappelle, les deux dernières fois, tu as cumulé un score de 1 sur 3 à chaque fois. Vas-tu faire mieux cette semaine? J'en suis sûr, d'autant que les questions aujourd'hui ne sont pas vraiment des questions d'actualité. C'est plus des questions insolites, avec des chiffres, parce que tout au long du mois, on va aborder beaucoup de thématiques, on va parler de beaucoup de femmes. Donc, autant faire quelque chose d'un peu plus décalé dans la vidéo, au moins pour cette émission. On va commencer par cette première question, Shannon. Chris the Duchess Walton, donc elle est américaine, hein, possède les ongles les plus longs, donc les ongles des deux mains cumulés. Et donc la question c'est quelle est la longueur moyenne de chacun de ces ongles? Première proposition, 100 cm par ongle. Deuxième proposition, 233 cm par ongle. Ou troisième proposition, 366, qui est déjà énorme. Ah, faut dire quand même qu'on compte en centimètres, mais 366, c'est déjà 3,66 m, ce Ouais. qui est limite le double de ma taille, on va Mhm. dire. Donc, ça fait beaucoup. Je pense que la réponse est. Enfin, moi, je vais la Alors, je retirer. rectifie, j'ai dit une bêtise. C'est les longueurs par main. Par main, excuse-moi. C'est par main. Oui, oui, C'est les par 5. main. Donc, donc ça veut dire qu'un ongle plus un ongle plus un ongle plus un ongle plus un ongle, Ouais, ça voilà. fait 366. Voilà, ce serait ça l'idée. Ok, je comprends mieux. Parce que là, je me disais, ça fait beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, on s'arrête plus. Je sais pas. Bah, ça peut être 3 mètres par ongle hein, aussi. Ouais, ça va être beaucoup quand même. Je dirais réponse B, genre Flo, 233 cm par ongle, mais. Aïe non, c'était 366. Je suis désolé. Alors d'autant qu'il y a, alors, il y a quand même un petit écart entre la main gauche et la main droite. La main gauche, on est sur du 363 cm et la main droite, on est sur du 369. Donc, alors le record a été mesuré à Londres, mais elle est bien américaine. Donc, il faut quand même s'imaginer avoir quand même 70 cm par ongle. Ça doit être très pratique pour se gratter le dos. Tu vois. Ouais, mais bon, ça doit pas être très pratique, par exemple, si elle a un téléphone ou un ordinateur. Je sais pas, genre. Super lourd. Genre, tu as tes ongles comme ça, tu veux écrire, ou même, tu peux même pas écrire sur ordinateur, c'est pas possible. Bah Mais non, ouais, ça doit être très très compliqué. Je sais pas comment elle fait. ongles qui doivent être un peu bizarres, tu sais, un peu enroulés. Enfin, je sais pas, j'ai vu des images comme ça, je sais pas si c'est vraiment, mais c'est pas très très glamour en tout cas. Bon, je pense que chez Jeanne, tu n'as jamais eu des ongles de 70 cm par doigt. Non, non. C'est pas très sain pour cela. Mais on va aller sur un autre record, Shannon. Celui-là, je suis sûr que tu vas le trouver. Selon le Guinness World Records, Hélène Davidson est la femme la plus percée du monde. Combien de piercings comptabilise-t-elle officiellement? Officiellement. 22 piercings, 242 piercings ou 462 piercings? Franchement, ces questions, Flo, elles sont. Ah non, mais il y a Voilà, quoi, à chaque fois, tu me ridiculises.
Oui, mais je me ridiculise, quoi. C'est vrai que je ne sais pas du tout que de records. Mais là, en fait, on passe quand même d'une tranche de 22 piercings à 242, tu vois. C'est un peu énorme d'un coup. 22 piercings, ça me paraît peu, du coup, vu que c'est censé être un record. C'est surtout le corps. Hein, est-ce que la question, c'est est-ce que de 462, par exemple, ça peut rentrer sur Ça- ton... En vrai, ça me paraît vraiment beaucoup 462, mais en même temps, On est sur des j'aime bien records. les réponses entre deux, c'est la réponse B, mais bon, après, voilà, c'est une On chose est sur sur des toi, quoi. records, Ken, on est sur des records. On est sur des records. Je dis ça, je dis rien. Je suis perdue. Je dirais, allez, vas-y, je vais dire 462 piercings. C'est dans les mots? Oui, je sens. Oui, Shannon, c'est la bonne réponse! Yes, Ouais, bon. 462, dont 192 sur le visage. 192 sur le visage. Donc, en fait, on ne voit plus vraiment sa tête, si ce n'est ses yeux, son nez, sa bouche. Alors, après, il y a eu un réexamen, mais ça n'a jamais été officiel. Hein. Après, on en aurait compté 720. Et elle dirait aussi en 2016 en avoir 9800. Mais là encore, ça n'a pas été officialisé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et puis 9800, je ne sais pas, est-ce qu'il fait des montagnes de piercing ou quoi sur chaque partie du corps? Après, même, ça doit pas être très pratique. Je sais pas. Après, tu sais qu'une fois, en fait, une fois qu'on est dans l'objectif du record, en fait, c'est un peu, je pense, comme un peu une drogue, on n'a pas envie de s'arrêter et voilà. Enfin, je sais que moi, j'ai pas entendu dire, par exemple, avec les tatouages, t'en commences un, t'en fais plusieurs, c'est obligé, tu vois. Donc, les piercings, c'est sûrement pareil, hein. Sûrement, sûrement, mais ouais, en fait, c'est vrai que c'est le même effet, je dirais, qu'un tatouage. T'aimerais te faire percer, toi? Non. Moi, je suis une fille très simple, on va dire, hein, piercing, tatouage peut-être un jour, je sais pas, mais voilà quoi. C'est vrai que piercing, ça m'attire Ah oui, pas un trop. tatouage, ouais. Grave, tu mettrais mon prénom. Troisième Non. question. Troisième question, Shannon. Je suis sûr que c'est là que tu vas trouver. Quelle est la femme qui a vendu le plus de livres au monde? Je dis bien de vente, pas qui en a écrit le plus. Hein, c'est pas pareil. J.K. Rowling, Mary Higgins Clark ou Barbara Cartland. Qui existe, hein, Barbara Cartland, si tu ne connaissais pas. Je vais dire. Tu jettes tout En par fait, je vais partir sur J.K. Rowling, hein, mais pareil, encore une fois, je ne suis pas. Voilà, je suis pas. Voilà, c'est le doute, hein. Tu proposes quand même J.K. Rowling? Oui. Eh bah oui, c'est elle, Shannon. Oh, c'était une question pour toi. Je me suis dit, allez, voilà, faut lui donner un point ou un. Alors, il y a un point. Alors, t'en as deux. Donc, oui, c'est J.K. Rowling qui a vendu à elle seule près de 55 millions d'exemplaires de ses réalisations, dont les plus connues sont Harry Potter, bien sûr. Hein, elles Bien sont sûr. très, très connues. Alors, pour Mary Higgins Clark, j'ai plus vraiment le total. On est quand même aussi en millions, mais on est très loin derrière J.K. Rowling. Par contre, Barbara Cartland, c'est celle qui a le plus écrit de bouquins tout au long de sa vie. Elle a écrit 723 romans. 723 romans. En fait, elle a énormément écrit tellement que même quand elle est décédée dans les années 2000, elle a laissé 160 manuscrits déjà prêts qui ont été publiés donc à titre posthume. Il faut quand même s'imaginer écrire 723 romans. C'est énorme, c'est énorme. Déjà, en écrire un, c'est compliqué. Alors, 700, plus de 700, c'est énorme, hein. C'est vraiment incroyable. Et C'est presque un par mois, quoi. Enfin, genre un par mois pendant 60 ans. ouais, ça doit être quelqu'un qui devait tout le temps écrire, en fait, qui devait faire que ça. Je Ah sais oui, pas mais exactement, mais jour et nuit. wow. Ouais. Shannon, t'as écrit combien de bouquins sinon? Moi, écrire des bouquins, hein? Où ça? Je- ça... Non, ça va venir, ça va venir. Et d'ailleurs, on reparlera beaucoup plus tard dans l'année d'un autre projet en rapport avec l'écriture. Ça va être l'événement de l'année prochaine. Waouh, que d'événements, que d'événements. Mais on reste sur les femmes du monde, Shannon. On passe au point culture avec un film magistral. En effet, c'est un film que je t'ai recommandé il y a quelques semaines, qui est actuellement sur l'extension Star de Disney+. C'est le film Les Figures de l'ombre. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est
franchement, il a fait un peu parler de lui. C'est un film qui date de 2017 de Theodore Melfi qui retrace le destin extraordinaire de 3 femmes afro-américaines qui ont participé à la conquête spatiale pendant la guerre froide avec l'astronaute John Glenn. C'est un film sur les femmes, sur ces femmes-là qui se sont battues dans l'ombre, parce que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, c'est connu de tous que ça a été assumé, leur travail, mais c'est un travail extraordinaire. On compte parmi elles, du coup, Katherine Johnson, dont tu as parlé plus tôt dans la semaine, dans ton article de mardi, une femme en fait mathématicienne qui a contribué en fait au calcul. C'était une calculatrice humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu incroyable parce qu'on est entouré de machines, mais elle, sa tête, c'était une calculatrice et elle a réussi à faire des calculs incroyables. Il y avait aussi Dorothy Vaughan, je ne sais pas comment on le dit exactement, et Mary Jackson, 3 femmes dont le film en fait retrace un peu ces histoires-là au sein de la NASA. Après, on se concentre un peu plus sur Katherine Johnson. Bien sûr, 3 femmes incarnées par trois grandes actrices. Donc Tara J.P. Henson pour Katherine Johnson, Octavia Spencer qui est extrêmement connue pour Dorothy Vaughan et Janelle Monáe pour Mary Jackson. Alors, c'est un film qui est très fort. D'ailleurs, je te remercie de me l'avoir recommandé, qui est rempli de symboles. Il y a quand même beaucoup de petites scènes, d'images, de réalisations qui sont très, très fortes. On va, je pense, y revenir dans cette analyse. C'est vrai que le contexte du film, donc, c'est l'histoire de 3 femmes noires, comme tu l'as dit, dans une Amérique totalement blanche. Et donc, c'est 3 femmes qui vont se battre, qui vont s'affirmer dans cette société qui ne veut pas les accepter, ou du moins pas tous. On va quand même découvrir, et c'est vraiment le reflet de l'Amérique de l'époque, que les progrès vont se faire par des hommes qui vont prendre conscience de la situation des femmes noires et des talents aussi qu'elles peuvent avoir. Et donc, il faut savoir les mettre en avant. Donc, on rappelle très rapidement, à l'époque, aux États-Unis, même si c'est encore un peu présent, on est dans une idée de séparer les Noirs des Blancs avec les lois Jim Crow, separate but equal. On ne sépare, mais on est égaux en droit. Et donc, le film présente la NASA qui est décrit comme un monde d'hommes. C'est vrai que dans le film, il y a vraiment une séparation. Il y a le gros QG avec tous les grosses têtes, tous les hommes qui vont vouloir lancer la fusée dans les années 60, et aucune place aux femmes, ou du moins elles sont séparées. Alors les femmes noires, elles sont vraiment à part dans un autre campus, dans des petites salles vraiment rudimentaires où elles vont devoir faire des calculs. Donc ce sont les fameuses calculatrices humaines ici. Et donc à l'époque aussi, et c'est je pense le progrès technique et la guerre des étoiles, parce qu'à l'époque on parlait de guerre des étoiles déjà, qui a poussé et qui a contribué à cette mise en avant des femmes, mais à l'époque, et comme le raconte bien le film, l'URSS, l'ancienne URSS, avait pris beaucoup d'avance par rapport aux Américains, avait déjà lancé à la fin des années 50 une fusée, et donc il fallait répliquer très vite. Et là, sûrement par la force des choses, il y avait une tête qui était présente parmi les femmes calculatrices noires, on l'a embauchée, elle fait des calculs, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu, il y a beaucoup de contradictions par rapport à ça. Exactement, et moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, alors on va quand même rester là-dessus, c'est un film qui est d'ailleurs inspiré très librement d'un livre de Margot-Lee Shetterly, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un livre qui s'appelle pareil, Les figures de l'ombre. Mais bon, le film, d'un point de vue esthétique, est assez intéressant, surtout sur ce que tu as dit sur un monde d'hommes, c'est-à-dire que quand Katherine Johnson se retrouve en fait dans le, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on va dire le QG où elle travaille sur les calculs. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais tous les hommes déjà sont tous blancs, mais en plus de ça, ils sont tous habillés de la même manière, pantalon noir, chemise blanche et une cravate. Alors une cravate souvent sombre, noire ou marron. Et à côté, on va avoir Katherine Johnson, donc bien sûr femme noire, mais en plus de ça, toujours habillée en robe, avec des talons, un style très irréprochable, on va dire, mais des robes assez colorées. Et ça, qui en fait, c'est assez intéressant du point de vue esthétique, parce que ça a fait encore plus ressortir
de ce groupe d'hommes en fait qui a des visages, qui la traitent d'une manière, qui aujourd'hui est qui est révoltante en fait. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai vu avec ma mère, donc souvent quand je regarde des films avec d'autres personnes, je reste assez calme. Et là, je l'ai revu toute seule. On va dire, je me suis énervée tout le long du film en fait, parce que en plus, c'est pas forcément frontal cette discrimination et ce racisme qui est montré dans le film. Il est pas vraiment frontal. Parfois, c'est juste vu qu'on est du point de vue de Catherine Johnson, en fait, elle se rend compte, elle occupe autre chose, d'un coup elle se retourne et paf, elle se rend compte de quelque chose. Et je trouve ça horrible en fait, parce que en fait, c'est par derrière, c'est comme tu dis, c'est en mode on sépare mais on reste égaux, mais c'est complètement hypocrite en fait. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et du point de vue esthétique, il le montre encore plus avec ce jeu des costumes, c'est vraiment très intéressant. Ouais, et en effet, tu as été très énervé pour certaines scènes du film. Pareil, en fait, ce qu'on se rend compte dans le film, c'est que même s'il y a des avancées, il y a toujours un retour à la réalité frappante du ségrégationnisme à l'époque et donc du racisme aussi. D'ailleurs, il y a d'entre elles dans le film qui le dit, à chaque fois qu'on avance, ils nous font reculer. Notamment, je prends un exemple. Du coup, je ne me rappelle plus, c'est Catherine Johnson qui va du coup accéder au QG pour aider les hommes à faire les calculs. Le problème, c'est qu'elle n'a pas accès à des données confidentielles. Donc, comment on veut lui donner une chance pour contribuer au lancement d'une navette spatiale si on ne lui donne pas tous les chiffres? En fait, on lui enlève tous les chiffres en noir et on lui dit non, vous ne pouvez pas y accéder. Pareil, lorsqu'elle rédige des papiers, des notes pour les calculs, eh ben, elle ne peut pas signer de son nom, elle ne peut assister à aucune réunion pour conseiller les différents dirigeants. Donc, en fait, on se dit, mais à un moment donné, on veut leur donner une chance, mais en fait, on ne leur donne pas vraiment ou on ne leur donne pas les moyens d'y arriver. C'est comme aussi, alors je ne sais plus exactement qui, parce que j'ai un problème avec les prénoms, hein, ça a toujours été, qui veut du coup accéder à un poste, je ne sais plus si c'est d'ingénieur en mathématiques, je ne sais plus, mais en fait, pour y accéder, elle doit avoir suivi des études particulières, des études qu'elle ne peut pas suivre parce que c'est une femme noire. Donc, elle va se battre devant la justice pour aussi justifier son droit à l'éducation, en fait, à accéder à des études supérieures qui est contre la loi. Et là encore, voilà, elle doit se battre jour après jour, c'est pas gagné d'avance et c'est très compliqué. Donc là, je reviens sur donc la personne, c'est Mary Jackson, hein, c'est celle qui veut devenir ingénieure justement, et qui, en fait, en plus, c'est assez intéressant parce que dans son cas-là, c'est vraiment ses collègues qui sont pareil, des hommes blancs qui la poussent en fait, qui lui disent mais faut que tu deviennes ingénieure. Et elle dit quelque chose qui m'a marquée. Elle dit je suis femme et je suis noire, ne me faites pas rêver à des choses impossibles. Et en fait, je trouve ça assez horrible parce que déjà en tant que femme, on le sait, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités et c'est très compliqué. Mais ces femmes-là, c'est terrible à dire, mais elles ont la double peine. C'est qu'en plus, elles sont femmes, mais en plus, elles sont noires. Donc, elles subissent à la fois le sexisme et le racisme. Et c'est très dur. Et on le voit même au début, hein, au début du film, en fait, les trois filles sont en panne, parce qu'elles vont toutes les trois au travail. Et il y a un inspecteur de police qui vient s'arrêter pour voir ce qui se passe. Forcément, c'est un inspecteur noir, non, blanc, pardon. C'est un homme blanc, pardon, je me suis mélangée. C'est un homme blanc qui, voilà, on le voit directement. C'est même Catherine Johnson qui est plutôt en fait dans la peur, qui dit à Mary, calme-toi, dis rien, va pas à l'affront. Et je trouve ça horrible en fait. Et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, on en a beaucoup parlé en 2020 et on en parle encore beaucoup, les violences policières, elles sont toujours là. Et pourtant, ça, c'est dans les années 60. Alors là, il n'y a pas vraiment de violence policière, mais on sent la peur de ces femmes-là à l'arrivée d'un policier. C'est incroyable quand même. Mais en fait, elles se retiennent tout le temps, elles prennent énormément sur elles tout au long du film et c'est en ça qu'elles sont fortes et admirables. Elles ne se laissent pas démonter pour autant, hein, mais elles connaissent un peu leur situation, leur position actuelle et elles essayent un peu de faire, de ne pas protester, tout simplement. Y a d'autres points aussi dans le film qui sont assez, j'ai envie de dire, horribles et dégueulasses, clairement. Il y a une scène qui m'a marqué. C'est par exemple, alors bon, hormis le fait qu'il y a des points d'eau différents pour les noirs et les blancs, il y a une scène dans le QG de la NASA où en fait elle ne peut pas utiliser la cafetière des blancs et que les blancs ne veulent pas toucher
la cafetière de la personne noire, comme si c'était un étranger. Une noire, c'est une personne qui est indésirable, qui est infecte. Elle est vraiment réduite. Elles sont réduites en fait à rien. Et ça, c'est, je trouve, fort d'une réalité de l'époque qui a bel et bien existé et moi, à laquelle j'étais pas spécialement prêt à voir. Je savais qu'il y avait bien sûr cette distinction entre les personnes de couleur, mais à un tel point, moi, j'étais particulièrement choqué, comme tout en fait, à la bibliothèque, ils ne peuvent pas accéder à certains livres. Aussi, le fait qu'elle doit, pour aller aux toilettes, emprunter les toilettes pour noirs, qui sont à l'autre bout du campus. D'ailleurs, ça va être un élément fort du film aussi. C'est toutes ces scènes, en fait, qui me font dire, bah voilà, c'est aussi un beau film parce que ça dénonce une société à l'époque qui existe encore peut-être un peu aujourd'hui, un peu moins heureusement, mais qui existe encore. Et je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça et qu'on agisse concrètement. Exactement, c'est vrai que c'est très intéressant. Et en plus, on voit même à la fin, elles arrivent à avancer, mais on sent qu'il y a toujours des failles, il y a toujours des problèmes. Après, c'est un film qui est très romancé aussi. Il y a des choses, et même j'ai vu qu'il y avait des personnages qui sont fictifs, hein, purement fictifs, pourtant des personnages qui vont être un peu les adjuvants de ces personnes-là, de ces femmes-là, c'est-à-dire qu'elles vont venir au bout d'un moment en aide à ces personnes-là, mais elles sont fictives et c'est bien dommage parce qu'elles vous apportent quand même des moments assez forts dans le film, notamment par rapport à cette histoire de toilette qui m'a beaucoup marqué aussi et il y a une scène très satisfaisante où on va dire que Catherine Johnson pète un câble et elle fait bien parce que au moins elle s'affirme et en fait par contre c'est assez vrai, elle s'affirme comme tu l'as dit, au bout d'un moment elle va participer à des réunions à lesquelles elle n'a pas le droit d'aller normalement, rien qu'en tant que femme, à la base ils disent les femmes n'ont pas le droit, c'est même pas c'est toutes femmes confondues. Pourquoi il y a, en fait, il y a un personnage qui dit il n'y a pas de protocole pour que les femmes participent à ces réunions, mais je suis en fait genre je suis sans voix parce que pourquoi une femme ne pourrait pas avoir droit d'assister à une réunion hyper importante? Pourquoi? C'est très désobligeant. Et en plus de ça, bah, voilà, comme je l'ai dit, double peine, en plus d'être femme, elle est afro-américaine. Et donc participer à ces réunions, bah, elle finit par le faire. Et ça a été vrai, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Mais c'était pas gagné d'avance et je trouve ça vraiment intéressant. En plus, le film est très beau parce que non seulement il s'attaque à cette cause-là, mais il y a toute une action en fait autour de la conquête spatiale qui rythme bien le film et qui permet en fait de voir que même le colonel Glenn est très, il est très admiratif de Catherine Johnson, des calculs qu'elle a fait et quand il va pour partir dans la fusée pour aller en orbite autour de la Terre, il dit bien, je veux que ce soit elle qui fasse les calculs. Et ça c'est ce moment un peu jouissif du film. Tu te dis, waouh, quoi, genre enfin, elle y arrive, même si tout n'est pas gagné, même si, comme tu dis, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inégalités, beaucoup de racisme et de sexisme aussi. Mais ce moment un peu jouissif du film, waouh, tu te dis, waouh, elle est enfin arrivée. Et ça m'a fait penser il y a 2 émissions de ça, on a parlé du génie dans le film Mary, avec une petite fille blanche, et bon, en plus, c'est dans les années actuelles, donc il n'y a pas vraiment de jugement par rapport à ça, mais là, Catherine Johnson, c'est un génie, c'est un génie des mathématiques, elle maîtrise les mathématiques comme personne, et on va à l'encontre, en fait, on pose le problème de, bah, c'est un génie, elle est incroyable, mais elle est femme et elle est noire, et ça pose problème. Et je trouve ça vraiment très intéressant de montrer bah, ce qu'elle a pu vivre, même si ça peut être très, très romancé, je pense. Oui, c'est très romancé et c'est ça aussi qui fait la beauté du film. D'ailleurs, pour la scène des toilettes, bon, on va pas en dire énormément, mais il y a quand même une citation et que j'ai marqué qui m'a fait beaucoup rire. Bah, c'est celui qui passe à l'action, hein, sans en dire trop, qui dit à la NASA, on pisse tous de la même couleur. Ça, c'est con, mais en fait, c'est aussi, ça en dit beaucoup aussi. Son époque, bah, c'est pas parce que tu es noir que tu es différente de nous, par exemple. Et dans ce film, il y a aussi un autre message, c'est que pour que la société avance, il faut que certaines personnes se bougent pour les autres. Et là, on a 3 personnes qui vont prendre des risques
qui vont tenter des choses pour du coup ouvrir la porte à d'autres personnes pour accéder à des professions, à ces professions, accéder à de nouvelles opportunités qu'elles ne pouvaient pas faire avant, notamment celle qui va au tribunal. On parlait de Jackson qui va au tribunal. Elle le dit très bien devant le juge. Il faut quelqu'un pour se dévouer, quelqu'un qui doit se dévouer, une première personne qui va devoir montrer l'exemple pour toutes les autres et elle veut marquer l'histoire aussi par rapport à ça. Donc, c'est un des discours qui aurait convaincu le juge d'accepter Marie à faire des études, même si la décision ne la pousse, enfin, ne l'incite à faire que des études du soir. C'est déjà un début qui est très fort. Une autre de ces femmes, c'est Dorothy, qui va accéder à la salle des machines. En fait, personne n'arrive à programmer la grosse machine à calcul. Elle va le faire en secret. Est-ce qu'elle n'a pas le droit au départ? Elle va le faire, c'est risques et périls, et elle va y arriver. Donc, ça montre aussi qu'il faut que quelqu'un fasse le premier pas pour que tout avance. Et après, tout va bouger très vite, très, très vite à la NASA. Et comme on l'a dit, hein, le progrès a incité aussi à l'affirmation de ces femmes, déjà d'une part, qui plus est noire. Et aussi, dernier point, j'ai oublié de le mentionner, du coup, Catherine qui va accéder aux réunions, elle va avoir des coronesses quand même, parce qu'elle va s'adresser au patron, pas à son manager qui gère ses papiers. Elle va carrément voir le patron. Donc, c'est là aussi où c'était très kiffant de dire, OK, elle tient tête à son manager et elle veut vraiment y participer. Et c'est normal, parce qu'elle est juste que c'est normal. Et oui, c'est normal, elle a son rôle à jouer là-dedans, c'est elle qui fait les calculs stratégiques. Exactement. Et je reviens sur Dorothy, qui est un personnage qui, donc, comme tu dis, elle va programmer la machine en secret. C'est un peu une mécanicienne dans l'âme. Au début du film, elle répare la voiture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, dans le domaine de la mécanique, c'est quand même un domaine d'hommes. Et quand il y a quelques femmes, eh ben, on est limite choqués. On est là, ouais, c'est des femmes, c'est des gros bruits. Non, il y a des femmes qui peuvent faire de la mécanique tout en étant femme et ça ne doit pas déranger. Et je trouve que Dorothy représente bien ça. C'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est un peu dur de spoiler encore un peu le film parce qu'il y a énormément de symboles. Il y a des moments de. En fait, il y a beaucoup de rebondissements dans ce film. Il y a des moments où ça va très bien pour les femmes, les trois femmes. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des scènes de crise notamment. Et en plus, c'est ça aussi qui est très beau dans la scénario, enfin, dans la réalisation, pardon. C'est que quand ça ne va pas, généralement, il pleut ou il ne fait pas beau. Et en fait, il y a une scène aussi qui est très marquante, c'est quand les femmes, les calculatrices humaines, quittent leur petit endroit un peu insalubre, renfermé, et qu'elles rentrent dans la NASA. Là, en fait, moi, ça m'a rappelé Divergente dans le deuxième numéro, où en fait, ils vont tous pouvoir sortir de la ville de Chicago. Et donc, il y en a une énorme cohue de personnes dans les rues parce que la dictatrice est morte. Donc, bref, ils sont tous libérés. Là, c'est une scène d'un peu de libération. Il y a le soleil qui se lève, les portes qui s'ouvrent, toutes les femmes qui sortent très heureuses avec leurs affaires dans les bras et qui vont vers la NASA. Je trouve que c'est symbolique et c'est un tournant dans le film et un tournant dans l'histoire, du coup, à la NASA. Je ne sais pas si tu avais un peu vu cette scène, mais moi, elle m'a touché au cœur. Je trouve qu'en général, dans le cinéma, les scènes de couloir sont très importantes. Et là, vraiment, elles débouchent sur un couloir et elles sont là. Et c'est elles qui prennent d'assaut ce couloir en disant bah, maintenant, c'est nous qui avons gagné, même si c'est qu'une petite bataille. Et c'est beau, en effet. C'est beaucoup de scènes où on reste subjugué devant parce que on ne sait pas exactement si ça s'est vraiment passé comme ça. On ne le saura peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est très inspirant et ça donne envie d'être badass comme ça, de faire des calculs de fou d'aider à aller dans l'espace, quoi, franchement. Mais tu vas avoir ton rôle à jouer, Shannon, peut-être dans ton domaine, qui sait. En tout cas, c'est un film qui donne l'exemple, qui est inspirant, en dit beaucoup sur la période à l'époque. Donc, c'est aussi une sorte de devoir de mémoire de ce qui s'est passé, d'une réalité qui s'est passée à l'époque, qui existe encore un peu aujourd'hui, mais moindre. Un film qu'on vous recommande avec Shannon, et c'est avec ces paroles qu'on va conclure ce numéro d'Entre nous, Shannon. Merci à vous de l'avoir regardé. Shannon, à toi. Eh ben merci. En effet, on se retrouve comme d'habitude tout au long de ce mois. Enfin là, du coup, non, c'est ça un peu des habitudes. En effet, il va y avoir d'autres rubriques, d'autres articles d'analyse, recommandations culturelles, citations, qui vont être liées du coup toujours aux femmes du monde. On espère que ça vous aura plu et que le reste du mois va vous plaire. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission, toujours consacrée aux femmes.
on ne vous en dit pas plus, parce que même nous, on ne sait pas de quoi on va parler en fait. Pas du tout. Voilà, donc on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut Chanou. Salut Florian.